Bonjour à tous. Donc ce matin, je vais vous parler de théorie de petite simplification. Mais avant de commencer, je voudrais présenter deux problèmes issus d'horizons assez différents des mathématiques. Le premier vient de la topologie. Donc, pardon. C'est quand même mieux comme ça. Donc, on va se donner une surface, sigma, de genre G plus grand que 2. Quelque chose dans ce goût-là. Et l'objet qui nous intéresse ici, c'est le groupe modulaire de sigma, à savoir l'ensemble des homéomorphismes qui préservent l'orientation à isotopie près. Alors c'est un objet qui a été très largement étudié. Pas trop, voilà. Et notamment, on a une classification qui est due à Thurston des éléments du groupe modulaire. À savoir, dès qu'on regarde un élément, une classe d'homéomorphisme, on a trois options possibles. La première, c'est ce qu'on appelle des homéomorphismes périodiques, à savoir, ils sont d'ordre fini. Deuxième option, on a des éléments réductibles, c'est-à-dire qu'ils vont préserver une courbe. Par exemple, sur ma surface, je prends cette courbe-là, je coupe le long de la surface, je fais un tour avec un bout, je recolle, on obtient ce qu'on appelle un den de twist, un twist de den, et il préserve cette courbe. Et l'autre, la dernière option, c'est on a un pseudo-anosophe, Pardon? Oui, toujours à isotopie près. Oui, bien sûr. Dans un pseudo-anosophe, une manière de le décrire, c'est par exemple en regardant l'action sur l'espace de Teichmüller, on a une dynamique nord-sud, ou de manière plus prosaïque, on peut imaginer que c'est quelque chose qui va mélanger en quelque sorte toutes les courbes de la surface. Alors, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est des sous-groupes de ce groupe modulaire qu'on aimerait bien dont on aimerait bien qu'ils soient libres. Alors si je prends un pseudo-anosophe, disons deux pseudo-anosophes raisonnables, quitte à les remplacer par des grandes puissances, on peut jouer un argument de ping-pong et montrer qu'on a un sous-groupe libre à l'intérieur du groupe modulaire. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avoir des sous-groupes libres, mais qui soient aussi distingués. Ce qui est un petit peu plus difficile. Alors plus précisément, une question est la suivante. Je me donne un élément du groupe modulaire que je vais supposer pseudo-anosophe. Et on se demande si on peut trouver un entier n tel que le sous-groupe normal engendré par la puissance énième de ce pseudo-anosophe est libre. Et puis ce qu'on peut rajouter aussi comme question, c'est est-ce que ce sous-groupe normal est purement pseudo-anosophe, à savoir tous les éléments non triviaux sont des pseudo-anosophes. Dans la littérature, cette question apparaît comme une question basique pour tester si on comprend bien le groupe modulaire d'une surface. Pardon ? Avec f tel quel, ce n'est pas forcément vrai. Avec f tel quel, on pourra ne pas y arriver. Et alors la réponse a été apportée
par Damani, Girardel et Ossine. Et la réponse est tout simplement oui pour la première question, oui pour la seconde question. Donc pour n'importe quel pseudo-anosophe, si on l'élève à une puissance suffisamment grande, le sous-groupe normal engendré est à la fois libre et purement pseudo-anosophe. C'est pas juste pour un seul n, c'est pour tout n séquent. Une fois qu'on a un n, si je prends un multiple, à ce moment-là, on va avoir un sous-groupe et ça marche aussi. Mais on est obligé de passer à une famille de multiples. On ne peut pas avoir tous les n assez grands. Il peut y avoir quelques pathologies sur certaines valeurs. Donc ça, c'est mon premier problème. Et le deuxième problème dont je vais parler vient cette fois-ci de la géométrie algébrique. Donc ce qu'on va faire, on se donne un corps que je vais supposer ici algébriquement clos. Et on s'intéresse au groupe de Crémona que je note BIR P2K. Ce groupe, c'est le groupe des transformations birationnelles du plan projectif P2 sur le corps K. Et on peut le voir aussi comme les automorphismes sur K du corps des fractions rationnelles à deux variables, K de x, y. D'une manière de voir les choses. Et alors une question qui est restée en suspens depuis la fin du XIXe siècle était la suivante. Est-ce que le groupe de Crémona est simple? Pour cette question, la réponse a été apportée par Quentin et Lamy. Et la réponse est non. Ce groupe-là n'est pas simple. Alors, derrière ces deux résultats, il y a un usage de la courbure négative en géométrie des groupes. Et l'outil phare qui est derrière, c'est la théorie de la petite simplification. Donc je vais commencer par rappeler quel est le cadre usuel de ce qu'on appelle la petite simplification, et ensuite expliquer comment on peut l'étendre à un cadre très géométrique qui permet de couvrir une classe de groupe extrêmement large. C'est pas celui-là. L'objet de la petite simplification, au départ, c'est d'étudier un groupe qui est donné par une présentation finie, générateur et relation, et on va imposer des conditions sur notre ensemble de relations pour essayer de comprendre quelle est la structure
de ce groupe. Alors pour faire ça, il faut que j'introduise un ensemble auxiliaire qui est l'ensemble des conjugués cycliquement réduits de toutes les relations. L'idée, c'est qu'on peut voir ces relations comme des mots en les générateurs. Maintenant, si on commence par une lettre et on finit par l'inverse de cette lettre, on peut trouver un conjugué qui, lui, n'aura pas cette propriété-là. Et ensuite, on prend tous les conjugués cycliques de ces mots. Une fois qu'on a fait ça, on va définir ce que c'est qu'une pièce. C'est un préfixe commun à deux éléments distincts dans mon ensemble de relations avec conjugaison. Et ce qu'on va dire, c'est que le groupe G, en fait plutôt la présentation du groupe, satisfait la condition C' lambda si pour toute pièce U préfixe d'une relation R, la taille de cette relation est au plus, la taille de cette pièce est d'au plus lambda fois la taille de cette relation. Donc comment il faut y penser? Une pièce, en quelque sorte, c'est un sumo qui potentiellement peut se simplifier quand on fait le produit de deux relations. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que les simplifications possibles quand on fait ces produits de relations, pour peu que lambda soit petit, sont négligeables par rapport à la taille des relations. Donc quand on va enchaîner ces produits, en quelque sorte, il va nous rester le cœur de chaque relation. C'est ça l'idée qui est derrière. Alors c'est une idée qui remonte aux travaux de Den sur les surfaces et qui a ensuite été largement étudiée par des personnes comme Greenlinger, Lindenschub, Olshansky, pour n'en citer que quelques-uns. Et ce cadre est extrêmement puissant, puisque d'une part, il donne des informations sur des groupes qui satisfont cette condition. Pourvu que, par exemple, lambda soit plus petit que 1 sur 6, on a un algorithme pour résoudre le problème du mot ou pour résoudre le problème de conjugaison dans ce type de groupe. Un autre usage très fructueux de cette théorie est la construction de monstres en théorie des groupes. Il se trouve que satisfaire ces conditions est assez facile, en quelque sorte, et on peut utiliser ce procédé pour construire un tas de monstres aux pathologies bizarroïdes, par exemple le monstre Tarski, par exemple les groupes de Burnside, ou encore d'autres objets bizarres dans la terralogie des groupes. Et il se trouve que cette théorie, ici présentée un peu de manière combinatoire, a repris un aspect géométrique suite aux travaux de Gromov sur les espaces hyperboliques. Par exemple, les groupes à petite simplification pour lambda 1 sur 6 sont des groupes hyperboliques au sens de Gromov. Et par ailleurs, une fois qu'on a un groupe hyperbolique, on est capable aussi d'étendre la théorie de la petite simplification pour construire des quotients de ces groupes hyperboliques, quelque chose qui a été détaillé par Delzan et Champetier, entre autres. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on peut voir cette condition a priori très combinatoire de manière purement géométrique. Descends le tableau. Donc, ce
qui nous intéresse, c'est d'étudier un groupe de présentation fini. Et la condition C' lambda, pour rappeler, ça veut dire que la taille d'une pièce est au plus lambda fois la taille de la relation qui la contient. Alors ce que je vais faire, c'est on va regarder l'action du groupe libre, dont une base est S, sur son graphe de Cayley. Donc le graphe de Cayley d'un groupe libre, c'est un arbre. Je vais dessiner celui du groupe libre à deux générateurs. Donc les sommets de ce graphe sont des éléments du groupe, et je passe d'un sommet à l'autre si je peux multiplier à droite par un générateur, et auquel cas l'arête est étiquetée par ce générateur. Donc on a un graphe étiqueté, et dès que je choisis une relation pour mon groupe, je peux regarder comment il agit sur le graphe de Cayley. Et il se trouve qu'on a une géodésique bi-infinie qui va être invariante par l'action de l'élément R, et ce que je vais appeler l'axe de R. Et le long de cette géodésique, R agit par translation de longueur, la taille de la relation. Comment on l'obtient? Tout simplement, on part de l'identité. Dans notre graphe étiqueté, on lit le mot R, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, et ça nous donne cette géodésique ici. Maintenant, si je me donne une autre relation, je vais avoir une autre géodésique, par exemple, qui fait ça. Et si on regarde l'intersection de ces deux axes, il se trouve que le mot qui l'étiquette correspond exactement à une pièce. Donc, la condition de petite simplification lambda peut se reformuler de la manière suivante. Dès que je prends deux relations différentes, le diamètre de l'intersection des axes de ces relations est au plus lambda fois la taille de la plus petite relation. Exactement la même chose. Et donc, muni de ce point de vue géométrique, maintenant, ça va être assez facile, entre guillemets, de généraliser ce point de vue. Ce qu'on va faire, c'est, au lieu de regarder le groupe libre agissant sur un arbre, on va regarder un groupe qui agit sur un espace hyperbolique. Et au lieu de prendre une relation et son axe, on va prendre un sous-groupe du groupe qui agit et un quasi-convexe invariant. Ça va être l'idée qu'on va exploiter. Alors, quel est le cadre ici qui nous intéresse? On se donne un espace X géodésique, delta hyperbolique au sens de Gromov, et un groupe G qui agit sur X par isométrie. Je l'écris une fois, mais par défaut, toutes mes actions sont par isométrie.
Donc, on va se donner un analogue des relations, à savoir une famille finie de paires H, Y, où H, c'est un sous-groupe de mon groupe G, et Y, c'est une partie d'idelta quasi-convexe de X. Donc dans mon espace X, dans les mêmes couleurs, j'ai un quasi-convexe qui peut faire comme ça. Donc dire qu'il est didelta quasi-convexe, ça signifie que dès que je prends 2 points dans mon quasi-convexe, si je relie par une géodésique, la géodésique reste au plus à distance didelta de cet ensemble-là. Ça, c'est Y. Et j'ai oublié de rajouter quelque chose. Cette partie de X, elle est invariante sous l'action de Y. De H, pardon. Donc maintenant, on va prendre un sous-groupe K qui est le sous-groupe normal engendré par tous les sous-groupes H donnés par cette famille R. Et mon objectif, c'est d'étudier la structure de K et du quotient G sur K. Et pour faire ça, on va introduire un analogue de la condition de petite simplification dans ce contexte-là. Donc pour ça, il faut que j'introduise, de la même manière que j'ai fait avant, un ensemble de conjugués. Donc je vais te donner une famille de sous-groupes qui agissent sur une partie quasi-convexe. Je vais prendre tous les conjugués de celle-ci, ce qui correspond à prendre la famille suivante, R étoile, où j'agis par conjugaison sur le groupe et par translation sur la partie quasi-convexe. Maintenant, je vais définir ce qui, en quelque sorte, va jouer le rôle de la taille de la plus grande pièce. Exactement sur le modèle de ce que j'ai fait sur un arbre, on va regarder le diamètre de l'intersection de deux de ces quasi-convexes, comme on avait regardé le diamètre de l'intersection de 2 axes. Et puis comme on veut le plus grand, on prend le sup sur tous les éléments distincts dans mon ensemble R étoile. Et comme on est dans un espace hyperbolique, il faut toujours rajouter des petits voisinages pour que ça fonctionne bien. Donc je vais prendre le 20 delta voisinage de ces quasi-convexes. J'obtiens une quantité que j'ai appelée delta R. Maintenant, il faut que j'introduise quelque chose qui va jouer le rôle de la plus petite relation. Donc pour faire ça, ce que je vais commencer par faire, c'est définir comment mesurer la longueur d'un élément dans cet espace hyperbolique. Donc à chaque fois que je me donne un élément dans mon groupe G, je vais introduire une longueur G qui est exactement le plus petit déplacement possible d'un point par cette isométrie. Et ce qui va jouer le rôle de la plus petite relation, ici, c'est la plus petite longueur de translation d'un élément dans un groupe de ma famille R.
Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont des situations où le rapport delta de R sur rayon d'injectivité de R est tout petit. De la même manière que quand on fait de la petite simplification, en général, on s'intéresse à des valeurs de lambda très petites. Alors pour formaliser ça, je vais définir une condition de petite simplification qui est la suivante. R satisfait la condition CA lambda si on a les inégalités suivantes. D'une part, la plus grande pièce est toute petite devant la taille de la plus petite relation. Donc vous pouvez imaginer que lambda va être une valeur petite. Et d'autre part, la taille de la plus grande relation est très grande devant la constante d'hyperbolicité de mon espace X. Comment il faut comprendre cette condition? En fait, on va essayer de regarder l'action de cette famille R ou du sous-groupe K à l'échelle rayon d'injectivité de R. Et à cette échelle, notre espace X, c'est quasiment un arbre, il est presque zéro hyperbolique, et il n'y a quasiment pas de simplification entre les relations. C'est la signification de cette hypothèse. Alors, le résultat majeur de la petite simplification, enfin, un des résultats majeurs, peut s'énoncer de la manière suivante. Donc, on se fixe une constante D. Son rôle va apparaître plus tard. Et pour chacun de ces nombres D, je peux trouver deux constantes, A et lambda, avec les propriétés suivantes. Donc dès que j'ai un espace X géodésique delta hyperbolique, un groupe G qui agit par isométrie sur X, et R, une famille satisfaisant la condition C à lambda, alors, on a les propriétés suivantes. Le premier fait nous dit quelle est la structure du groupe K engendré par les groupes de ma famille R, à savoir ce sous-groupe K, à savoir on peut trouver un sous-ensemble de R0 étoile, donc un sous-ensemble de R étoile qui est l'ensemble des conjugués de ma famille, tel que le sous-groupe normal K est isomorphe au produit libre des sous-groupes dans un sous-ensemble. Donc le sous-groupe engendré par ma famille est un produit libre d'un certain nombre de conjugués des sous-groupes qui étaient dedans. Le deuxième point nous dit un peu, en quelque sorte, quelle est la structure locale du quotient G sur K. Plus précisément, pour tout élément du groupe qui est non trivial, si sa longueur de translation est au plus d delta, alors son image dans le quotient est non triviale. Tout ce qui est petit survit dans le quotient. Et le troisième point, qu'on peut voir aussi quelque part comme une donnée de structure locale sur le groupe, nous dit que à chaque fois que je me donne une paire HY, on peut regarder l'action de H sur Y, et on peut regarder aussi l'action du sous-groupe normal K sur Y. Et grosso modo, c'est la même chose. Une manière de le dire, c'est que la projection de G sur G sur K induit un plongement du stabilisateur de Y sur H dans G sur K. Donc quand on fait le quotient, le long de Y, ça se passe exactement comme si on faisait le quotient Y sur H. Je vais
Alors, quelques commentaires sur cet énoncé. Le premier point, c'est que l'hypothèse G agit par isométrie sur un espace hyperbolique, a priori totalement vide. N'importe quel groupe peut agir trivialement sur un point, ce point étant un espace hyperbolique. Toute la force en fait, des hypothèses sont contenues dans l'existence d'une famille qui satisfait la condition CA lambda. Et une fois qu'on a une telle famille, alors on peut utiliser l'hyperbolicité ambiante de l'espace pour obtenir ces conclusions. Donc c'est vraiment cette existence qui contient toutes les hypothèses importantes. Le deuxième point ici nous dit en particulier que, quitte à choisir bien cette constante D, le sous-groupe normal engendré par ma famille R, et c'est un sous-groupe propre. Parce que si j'avais choisi D au départ pour être plus grand que la longueur de translation du plus petit élément, j'ai un élément qui sera non trivial dans le quotient, donc un sous-groupe propre. En fait, on peut élaborer sur cette idée. Il se trouve qu'on a une classification des isométries dans un espace hyperbolique. Elles peuvent être de trois types. Soit elle sera elliptique, c'est-à-dire avec des orbites bornées, soit l'isométrie sera loxodromique. En particulier, elle a un axe invariant, exactement le même genre de figure que j'avais dans le cas d'un arbre. Pour une isométrie loxodromique, j'ai un ensemble qui est quasi isométrique à une ligne, sur lequel l'élément agit par la longueur de translation, que je viens juste d'effacer, par la longueur de translation de cet élément. Et puis il y a un cas critique entre les deux, qui est le cas des isométries paraboliques. Je n'ai pas vraiment en parler. Le fait important, c'est que si j'ai un élément dans mon groupe qui n'est pas loxodromique, alors sa longueur de translation est au plus 100 delta. Ce qui signifie, une fois de plus, si j'avais choisi cette constante D suffisamment grande, tous les éléments du groupe K sont nécessairement loxodromiques. Alors, comme je disais, le point clé de ce théorème, c'est être capable de construire des familles qui vont satisfaire cette condition CA lambda. Et donc, c'est ce que je vais expliquer maintenant. Si on a un groupe qui agit sur un espace hyperbolique quelconque sans aucune hypothèse, il n'y a aucune chance qu'on trouve une telle famille. Mais quitte à rajouter une petite hypothèse assez faible sur cette action, on peut construire des familles à petite simplification et aussi bonnes qu'on veut. Ça, c'est le tableau. Alors l'hypothèse qu'on va rajouter sur notre action du groupe G sur l'espace hyperbolique X vient à l'origine des travaux de Bezvina et Fujiwara sur la cohomologie bornée. Et peut s'énoncer de la manière suivante. On se donne un élément G
dans mon groupe qui sera loxodromique, donc avec cet axe invariant. Et on va dire que G agit discrètement le long de l'élément G. Si la condition suivante est satisfaite, je vais l'écrire et expliquer ce que c'est. Donc pour tout élément, toute petite distance D, pour tout point X, je peux trouver un entier N tel que l'ensemble des isométries du groupe qui vont peu déplacer le point X et le point Gn de X est fini. Donc l'image qu'il faut avoir en tête, c'est la suivante. J'ai mon point X ici. Quitte à le translater par une grande puissance de G, quand on va regarder les éléments qui déplacent peu, par peu j'entends au plus d'une distance D, le point X et le point Gn de X, cet ensemble d'éléments est fini. Alors quand on travaille en géométrie des groupes, souvent, une hypothèse naturelle qui apparaît, c'est de dire que l'action du groupe sur l'espace est propre. Et ce que ça veut dire, au sens discret, c'est que si on regarde un point et les éléments qui déplacent peu ce point, c'est un ensemble fini. Ici, c'est une condition qui est trop forte pour notre propos, mais qu'on peut affaiblir en disant, si je regarde une paire de points très éloignés, l'ensemble des éléments qui les déplacent peu, tous les deux, est fini. Alors, en quoi cette condition-là est utile? Ça découle de la proposition suivante. Donc, si j'ai un groupe G qui agit discrètement le long d'un élément G, donc toujours supposé loxodromique, alors, quels que soient les paramètres A et lambda que je me donne, il existe un entier N tel que la famille R qui consiste en le groupe cyclique engendré par G puissance N et l'axe de G dans l'espace X satisfait la condition c'est A lambda. Donc ce que ça veut dire, c'est que si j'agis discrètement le long d'un élément, je peux trouver des familles qui satisfont une condition de petite simplification aussi fine que je veux, pour n'importe quel A, pour n'importe quel lambda. Grosso modo, l'idée qui est derrière, c'est que si je regarde l'axe d'un élément de G et puis l'axe d'un conjugué de G, si jamais ces deux axes se chevauchent pendant très longtemps, je vais avoir un grand sous-segment ici qui va être stabilisé par le commutateur de G et de ce conjugué de G. Je peux m'amuser à bouger par G, bouger par le conjugué de G, ramener par G, ramener par le conjugué de G. Et donc, ce grand segment va être peu ou prou très peu déplacé par le commutateur de G et de son conjugué. Et puis, je peux m'amuser, si j'ai suffisamment de place, à faire la même chose en rajoutant des puissances. Mais ce que je sais, c'est que j'ai qu'un nombre fini d'éléments qui vont pouvoir peu déplacer ce grand segment. Donc, à un moment, si l'intersection est trop grande, nécessairement, les deux axes doivent être confondus. Il y a un petit exercice de ce type-là. Ce qui nous donne, en quelque sorte, une borne uniforme sur le diamètre de chevauchement d'un axe et de son translaté. Maintenant, si j'ai une borne uniforme sur cette intersection de diamètre,
comme mon élément il est loxodromique, quitte à prendre une très grande puissance, je pourrais toujours rendre cette quantité négligeable devant la longueur de translation de ma puissance. Et donc c'est comme ça que je peux obtenir une condition de simplification aussi fine que je veux. Donc, maintenant qu'on a ça, eh ben, je peux énoncer un corollaire qui va nous ramener doucement vers les problèmes que j'ai énoncés au début. Donc si G agit discrètement le long de G, alors il existe un entier n tel que le sous-groupe normal engendré par G puissance n, il est libre propre et purement loxodromique. Donc tout élément non trivial est loxodromique. On peut avoir une condition de simplification ici qui prendre une puissance aussi bonne qu'on veut. Donc on peut à ce moment-là appliquer le théorème sur la simplification qui va nous dire, bon, c'est ce groupe normal, c'est un produit de conjugué, c'est un produit libre de conjugué de G puissance n, donc ce qui donne un groupe libre. Et si on a choisi notre condition de petite simplification suffisamment bonne, on peut faire en sorte que le groupe soit propre et ne contienne que des loxodromiques. Donc on voit, par rapport au problème qu'on s'est posé au départ, que le jeu maintenant, c'est pour les groupes qui nous intéressent, essayer de trouver un espace hyperbolique sur lequel le groupe agit, avec cette condition d'agir discrètement le long de l'élément, qui, somme toute, est relativement faible. Donc voici comment ça se passe. Oui, je vais prendre ça. Alors, revenons d'abord au cas du groupe modulaire sur une surface. Ce qui va jouer ici le rôle de l'espace hyperbolique X, ça va être ce qu'on appelle le graphe des courbes. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un complexe simplicial, c'est un graphe, c'est simplicial, un graphe, mais dont les sommets sont des classes d'homotopie de courbes. Je sais pas moi, il y a une autre là, un tas de classes. Et je vais relier deux sommets si je peux les dessiner de manière disjointe sur ma surface. Donc typiquement, là, j'ai une arête entre ces deux courbes-là, j'ai une arête entre ces deux courbes-là, j'ai une arête entre ces deux courbes-là. Et il se trouve que Mazur et Minsky ont montré que si le genre G de ma surface est plus grand que 2, X est hyperbolique au sens de Gromov. Alors ce complexe, bien sûr, est équipé d'une action du groupe modulaire par isométrie. Et il se trouve que pour cette action, être loxodromique, c'est exactement la même chose qu'être pseudo-Anosov.
Maintenant, on a un autre résultat de Bezvina et Fujiwara qui dit que le groupe modulaire agit discrètement le long des pseudo-anosophes. Donc on peut prendre n'importe quel pseudo-anosophe pour appliquer ce corollaire ici. Donc à partir de là, je prends un pseudo-anosophe. Si je prends une puissance suffisamment grande, j'obtiens un sous-groupe normal qui est libre et qui est purement loxodromique, c'est-à-dire purement pseudo-anosophe dans notre cas. Pour le cas du groupe de Cremona, comment ça se passe? On va regarder un sous-ensemble de l'espace de Picard-Manine. Alors comment ça fonctionne? On part de notre plan projectif et on va faire des éclatements au-dessus de tous les points et regarder le H2 de tous ces éclatements-là. En prenant la limite inverse, on obtient un espace vectoriel de dimension infinie et la forme d'intersection sur les surfaces va induire une forme quadratique sur cet espace vectoriel qui se trouve être de signature 1 l'infini. Donc une fois qu'on a cette forme quadratique, on peut regarder la ligne de niveau égale à 1, ça donne un hyperboloïde à 2 nappes, et en prenant une des nappes, faire une construction analogue de l'espace de Minkowski, mais en dimension infinie. Et il se trouve que cette forme quadratique est préservée par le groupe de Cremona, donc ce qui nous donne une action par isométrie sur cet ensemble hyperbolique. Et ce que Quentin et l'ami montrent, c'est qu'il existe des éléments dans le groupe de Cremona le long duquel le groupe de Cremona agit discrètement. Donc à nouveau, on peut construire des sous-groupes normaux propres du groupe de Cremona. En fait, c'est même beaucoup plus brutal. Une fois qu'on a cette hypothèse d'un groupe qui agit discrètement le long d'un élément, on peut montrer que ce groupe G est ce qu'on appelle SQ universel, c'est-à-dire que n'importe quel groupe dénombrable peut se plonger dans un quotient du groupe G. Et en s'attardant un petit peu sur cet énoncé-là, ce que ça signifie, c'est qu'un groupe qui est SQ universel a une infinité non dénombrable de quotients non isomorphes. Et donc c'est exactement le cas pour le groupe modulaire d'une surface et pour le groupe de Cremona. Donc comme groupe simple, on pourra vraiment repasser. Alors maintenant, ce cadre peut fonctionner, j'ai présenté 2 exemples, mais fonctionner sur une vaste collection de groupes. Pour n'en citer que quelques-uns, on a des énoncés analogues pour le groupe des automorphismes extérieurs du groupe libre, pour certains groupes d'Artin à angle droit, pour les groupes d'automorphismes du plan complexe. Il y a vraiment toute une famille de groupes, a priori différents, mais qui rentrent dans ce cadre de petite simplification. Alors maintenant, je vais utiliser les 10 dernières minutes qui me restent pour ébaucher la preuve de ce gros théorème là-haut de petite simplification.
Alors quand j'étais au lycée, mes profs me répétaient toujours une figure, c'est pas une démonstration. Pourtant, c'est exactement ce que je vais faire, parce qu'il se trouve que la nature de la preuve est vraiment purement géométrique, et c'est en faisant des dessins qu'on comprend ce qui se passe. La démonstration consiste en 2 étapes. La première, ça va être prendre des hypothèses qu'on a là et changer complètement de point de vue pour transformer les groupes de ma famille H comme des groupes qui agissent à la manière de rotation. Et une fois qu'on a ça, on va être capable d'extraire un cadre dans lequel on peut étudier la dynamique de ces rotations et obtenir toutes les conséquences qui sont listées ici. Donc, la première étape consiste à un changement de point de vue. Si jamais j'oublie de le dire au fur et à mesure, la majeure partie des idées ici viennent peu ou prou des travaux de Gromov des 15 dernières années et qui ont été formalisés dans le cadre des espaces hyperboliques par Damani, Gerhard et Lossin. Alors, quel est notre cadre? Bon, on a cet espace hyperbolique X. J'ai ma famille R, donc qu'est-ce que c'est? J'ai un quasi-convexe Y avec le groupe H qui agit dessus. J'en ai désigné qu'un ici, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et après, je vais regarder tous les conjugués des sous-groupes H ou tous les translatés des quasi-convexes Y. Donc j'en ai peut-être un autre qui apparaît ici. Disons un autre là, etc. La première étape va consister à recoller sur chacun de ces Y un cône. Avec un rayon prescrit, disons ρ. Donc j'ai un cône ici, j'ai un cône là, j'ai un cône là. Et sur ce cône, on va poser une métrique qui, grosso modo, est modelée sur la distance de l'espace hyperbolique à courbure constante. Alors globalement, ça va complètement modifier la métrique de mon espace ici. Parce que 2 points dans Y qui pouvaient être à distance arbitrairement loin se retrouvent à distance bornée 2 fois le rayon de mon cône. Par contre, localement, ça perturbe peu la distance sur cet espace. Donc on obtient un espace côné, x ρ. Et il se trouve qu'en utilisant l'hypothèse de petits chevauchements entre mes différents quasi-convexes, on est capable de montrer que cet espace est delta point hyperbolique avec un delta point qui se trouve être tout petit devant le rayon des cônes qu'on a recollés. Ça, c'est pour la construction de cet espace X. Maintenant, notre espace ici vient avec une action du groupe sur la base. Mais comme j'ai recollé des cônes sur tous les translatés des quasi-convexes Y, cette action s'étend à une action de groupe sur tout l'espace côné, qui se trouve être une action par isométrie. Si je regarde plus précisément ce que fait un sous-groupe H dans cet espace, H est translaté le long de Y. Donc en fait, il va fixer le sommet C ici du cône. Et même mieux, on a demandé à ce qu'il se translate par une très grande longueur de translation. La plus petite relation devait être plus grande que A fois lambda. Donc quand on regarde ce qui se passe ici, on fixe le sommet et autour de ce sommet, on agit comme une rotation de grand angle. C'est ça l'idée. Et donc on obtient ce qu'on appelle, ce que Gromov appelle une famille de rotations.
Alors je vais expliquer quel est le cadre en fait, abstrait de ces familles de rotation, ce qui fait que plus ou moins on va pouvoir oublier quelle est cette construction ici. Donc qu'est-ce qu'on se donne? On se donne un espace X géodésique delta hyperbolique au sens de Gromov. Cet espace X étant notre espace conné ici X point. Et puis on a un groupe G qui agit par isométrie et on se donne une famille F de paires HC où H c'est un sous-groupe de G et C c'est un point de X fixe C par H. Donc c'est exactement mes points C, ce sont les sommets des cônes qui sont fixés par chacun des sous-groupes. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, ce qu'on appelle une famille de rotation, c'est une famille F, comme donné précédemment, qui vérifie les hypothèses suivantes. Premièrement, cette famille elle est invariante par l'action de G naturelle. À savoir, l'image d'un sous-groupe et d'un sommet, c'est le conjugué du groupe et le translaté du sommet. Ça, ce sera vrai puisque justement, on a recollé des cônes sur tous les translatés de mes quasi-convexes. La deuxième hypothèse me dit que tous les sommets sont éloignés les uns des autres. Donc dès que je me prends une paire, deux paires qui sont distinctes, la distance entre C et C' est, disons, plus grande que 10 puissance 10 delta. On s'est donné beaucoup de marge, là. Delta, c'est la constante d'hyperbolicité de l'espace ambiant. Et puis le troisième point, qui est le point qui va dire on tourne, c'est le suivant. À chaque fois que je regarde ce qui se passe en un sommet, si je prends deux points x, y qui sont proches de ce sommet, donc disons à distance au plus 40 delta, dans la boule de rayon 40 delta, alors on a la condition suivante. Si x moins y est plus petit que x moins c plus y moins c moins 10 delta, toute géodésique entre x et hy passe par c. Alors, je vais expliquer ce que ça signifie. Donc j'ai cet espace X, avec dedans un certain nombre de sommets sur lequel, qui sont fixés par mes groupes H. Maintenant, si je prends deux points proches de C, donc dans la boule de rayon 40 delta, dire qu'on a cette première inégalité, dans un espace hyperbolique, grosso modo, ça signifie qu'on a la figure suivante. Le point X, il est comme ça, le point Y, il est comme ça, et on a un segment ici, à peu près commun, qui est un peu long, de l'ordre de 5-10 delta. Donc c'est une manière de dire, l'angle entre X et Y, lui, est tout petit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si je fais tourner
par un élément dans mon groupe de rotation. Le point Y s'envoie ici. Et pour le coup, cet angle-là est très grand, disons plus grand que pi. Ce qui nous dit que toute géodésique entre X et Y doit passer par ce point C. Donc cette hypothèse, c'est vraiment une manière de dire qu'on agit par rotation avec un très grand angle. Alors comment on peut exploiter ces familles de rotation? Le théorème est le suivant, donc, qui vient d'Amani-Gerard-Delosine. D'une part, on est capable de décrire la structure du sous-groupe engendré par les groupes de rotation. Donc on peut trouver une sous-famille de F telle que le sous-groupe engendré par tous les H de ma famille. Donc le sous-groupe, s'il se trouve que c'est le sous-groupe K, est isomorphe au produit libre des sous-groupes H qui correspondent à la sous-famille F0. Donc on a une structure de ce sous-groupe K. Et d'autre part, on a une dichotomie pour tout élément dans mon groupe K, soit il est contenu dans un groupe de rotation, soit il va agir avec une longueur de translation grande, disons 2000 delta. Donc le premier énoncé ici de structure du groupe K, ça correspond exactement au premier énoncé du théorème de petite simplification. Maintenant, le deuxième permet de déterminer les points 2 et 3. L'idée, c'est que si j'agis avec une grande longueur de translation dans l'espace X, c'est-à-dire l'espace conné, j'ai agi déjà avec une grande longueur de translation dans l'espace de base ici de départ. Si je suis dans un groupe de rotation, j'agis aussi avec une grande longueur de translation sur l'espace de départ. Ça fait partie de mon hypothèse. La plus petite relation est plus grande que A fois la constante d'hypervélocité de l'espace de base. Donc ce point nous dit que tous les petits éléments ne peuvent pas être dans le groupe K. Et en utilisant à nouveau cette dichotomie, c'est juste un petit exercice de dire à nouveau que l'intersection du groupe K avec H, avec le stabilisateur de Y, c'est exactement le sous-groupe H. Il n'y a pas d'autre option. Donc de ce théorème-là, on peut en déduire directement les 3 points du théorème de petite simplification. Alors grosso modo, comment ça fonctionne? La preuve est très très géométrique. Je vais partir d'un sommet, C, dans ma famille de rotation, et puis je vais regarder tous les autres sommets qui sont à distance, disons, c'est 10 puissance 10 delta. Cette figure, elle est invariante sous l'action du groupe de rotation de C, puisque ma famille, à la base, est invariante. Maintenant, si je m'amuse à faire tourner le long des autres groupes de rotation, j'obtiens ce genre de figure. Et là, vous allez me dire, oui, mais on est en train de dessiner un arbre, c'est pas sûr que ce soit un arbre. Il se trouve que si, c'est un arbre. La raison est la suivante. Quand je fais tourner ce segment-là, en utilisant l'hypothèse de rotation de ma famille, ce segment est une géodésique. Donc n'importe quel chemin dans la figure que je vais donner est une géodésique locale. Et il se trouve que dans un espace hyperbolique, une géodésique locale reste à distance uniformément bornée d'une vraie géodésique. Donc cette figure que je dessine se plonge effectivement dans l'espace X et nous dit que le sous-groupe engendré par les groupes de rotation associés à ces sommets, il agit sur un arbre. Moi, je peux utiliser la théorie de Basse-Serre sur les arbres. J'ai une structure de produit libre, dont les facteurs sont des groupes de sommets. Et soit je fixe un sommet, soit je translate dans cet arbre.
Alors maintenant, je n'ai pas attrapé ici tous les groupes de sommets, j'en ai juste 4. Mais il se trouve que cet arbre, je peux maintenant le voir comme un quasi-convexe dans mon espace. J'ai un certain quasi-convexe dans mon espace, et je vais recommencer le même jeu. Je prends les sommets qui sont proches, et je vais faire tourner ma figure le long de ces sommets. Etc. Et à nouveau, on va avoir une structure d'arbre qui se dessine dans l'espace X, qui permettra de dire que ce nouveau groupe, qui est un peu plus gros, on peut le décomposer comme un produit libre du stabilisateur de ce quasi-convexe, qui correspond au groupe qui agissait sur cet arbre, et puis de nouveaux facteurs qui viennent des sommets. Et en faisant une induction, en fait, on va attraper tous les sommets de la famille de rotation, donc tous les sous-groupes qui sont donnés par cette famille de rotation, ce qui permettra d'obtenir le résultat sur la structure et la translation des familles de rotation. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci. Bien, est-ce qu'il y a des questions ? Tu as donné d'autres applications à d'autres groupes que Cremona, mais tu n'as pas mentionné les espaces qui étaient utilisés. Alors, pour le groupe si mes souvenirs sont bons, pour le groupe d'automorphisme du plan, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus ou moins un arbre sur lequel ça agit. Il faut que je vérifie, là je ne suis pas tout à fait sûr. Pour le groupe des automorphismes du groupe libre, par exemple, on utilise l'action sur le complexe des facteurs libres, qui est un analogue du complexe des courbes dans le cas des groupes libres. Pour les groupes d'Artin à angle droit, pareil, il y a une action sympathique sur un arbre. Dès que le groupe ne se décompose pas en produit direct, on peut trouver un arbre sur lequel on va avoir des éléments loxodromiques et une action discrète le long de ces éléments loxodromiques. Après, c'est un peu du cas par cas. Chaque groupe a ses espaces hyperboliques. D'autres questions ? Il y a peut-être juste... Non, mais le problème, c'est que c'est enregistré. Oula, mais alors je suis là, incognito. Dans le groupe de Cremona, un élément elliptique, par exemple, il est d'ordre fini ou quoi ? Là, je ne voudrais pas me dire de bêtises. Le type des éléments, en fait, c'est lié au comportement asymptotique du degré de g puissance n si g c'est cet élément-là. Donc, suivant la manière dont le degré croît, on a soit des éléments elliptiques, soit des éléments... J'avoue que c'est la partie sur laquelle je suis le moins à l'aise, donc il faut que je vérifie. D'autres questions ? En tout cas, pour dire un petit mot, dans le cas du complexe des courbes pour le groupe modulaire, un élément elliptique n'est pas d'ordre fini. Donc on peut traiter ce cas-là. D'autres questions ? Sinon, on remercie à nouveau l'auteur.